Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périni. Bonjour Vladimir Fedorovski. Bonjour, comment allez-vous ? J'ai pas perdu mon accent, je suis fier d'être avec vous. Eh ben, en tout cas, on l'entend bien, Vladimir Fedorovski, parce que vous êtes donc ancien diplomate, vous êtes écrivain russe, vous êtes aussi d'origine ukrainienne, et vous êtes aujourd'hui français, vous étiez conseiller donc diplomatique, et puis vous êtes officier des arts et des lettres. On vous a reçu sur Radio Courtoisie pour plusieurs de vos livres, hein, évidemment, notamment le roman vrai de Gorbatchev, le roman d'une révolution, Nicolas II, Lénine aux éditions Balland, puis aussi Sorge, un espion pour l'éternité, aussi aux éditions Balland. Et puis vous êtes aujourd'hui avec nous pour votre autobiographie, qui est un véritable roman, Le diplomate venu du froid, des complots du Kremlin à la succession de Poutine. Avant de parler de votre livre, alors mais évidemment ça parle quand même du livre, je voulais vous parler, vous m'avez dit que vous étiez, en tout cas qu'à l'époque, vous connaissiez bien, notamment en tant que diplomate, les dirigeants du Hamas. Est-ce que vous vouliez nous en parler un petit peu avant qu'on attaque votre enfance, votre adolescence, vous savez, toute votre vie de diplomate. Vous étiez gentil de parler de mon livre qui est sorti hier. Vous imaginez bien, c'est vrai que ça se lit comme un roman, et c'est vrai que au XXe siècle, j'ai connu les moments décisifs. C'est une chance extraordinaire vous savez, de suivre les moments quand on a basculé la fin du communisme, les personnages assez étonnants en France, à travers le monde, tout ça. Mais les 3 premiers chapitres du livre sont consacrés au monde arabe, parce que historiquement, j'étais formé comme arabisant, je parle très bien l'arabe, et à un moment donné, dans ma jeunesse, j'étais interprète du Kremlin de la langue arabe. Et par conséquent, évidemment, je connaissais très bien cette situation qui concernait les dirigeants arabes, d'ailleurs aussi les dirigeants de la région. C'est moi qui a d'ailleurs établi à partir de Paris, imaginez bien, sous Gorbatchev, les relations entre l'époque Moscou, le Kremlin et Israël. Bref, évidemment, j'ai assisté à toutes ces choses-là. Aujourd'hui, je regarde ce conflit avec vraiment comme tout le monde. Je suis absolument bouleversé par ces actes terroristes innommables qui concernaient surtout les civils, les femmes, les enfants. Nous sommes tous bouleversés. Évidemment, plus que jamais, ça souligne le côté dangereux de cette situation dans le monde. Je disais qu'on vit aujourd'hui peut-être le moment le plus dangereux de l'histoire de l'Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale, en tout cas en ce qui concerne cette guerre qui me bouleverse aussi, ce conflit entre l'Ukraine et la Russie qui va je suis persuadé qu'on est allé vers la guerre totale. Là-bas, on va en parler. Et évidemment, aujourd'hui, plus que jamais, je suis bouleversé par... Vous savez, on ne peut pas... Mais parce que vous, Vladimir Fedorovski, ces dirigeants du Hamas, vous les avez connus, en tout cas pendant les années 70-80. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont changé? Non, pas les dirigeants. Je connaissais tous les dirigeants palestiniens. Je connaissais très bien Yasser Arafat. Hamas, c'est pas véritablement mon époque. Et je dois vous dire qu'à l'époque, je me souviens très bien, parce qu'il ne faut pas se leurrer, quand c'était une sorte d'alternative à l'organisation de libération de Palestine, à Fatah, dirigée à l'époque par Yasser Arafat, que je connaissais très bien. Ces gens-là, ils viennent du milieu que j'étais toujours sceptique envers un concept, pour être franc. Vous comprenez, il vient du milieu des frères musulmans. Et à l'époque, l'idée à la mode, notamment en Occident, dans une partie de l'establishment américain,
c'était qu'on peut s'appuyer sur l'islamisme pour affaiblir Fatah d'une part, et d'autre part pour assurer déjà les intérêts des États-Unis de la région. C'était un concept qui était un concept lointain. Vous vous souvenez quand ils ont eu des contacts avec Ben Laden en Afghanistan, puis il y avait le printemps arabe, tout ça s'est entré dans cette logique-là. Moi, j'étais toujours sceptique envers ça parce que je pense que l'islamisme représentait un très grand danger. Et d'ailleurs, j'ai toujours pensé que il fallait avoir interlocuteur là-bas en Palestine, et interlocuteur existait. C'était Fatah. Et cette rivalité, finalement, il a donné cette dérive. Ils se sont imposés là-bas à Gaza. Ils sont devenus un facteur très important. Et aujourd'hui, ils ont commis quelque chose qui est qu'on ne peut pas accepter en aucun cas. Quand vous regardez ces images, vous savez, c'est les actes qui sont quoi qu'on raconte, quoi qu'on dise, c'est les actes qui sont absolument inacceptables. De terrorisme. Et on doit les déplorer tous. Oui, bien sûr. Alors, on va évidemment parler de votre livre, Le diplomate venu du froid, des complots du Kremlin à la succession de Poutine, parce que vous en parlez, et c'est quand même un fait d'actualité aussi, enfin d'une actualité, c'était l'énigme de Prigojine, qui était donc le chef de la milice de Wagner, qui a été tué, enfin, en tout cas, qui est décédé. Oui, je commence le livre par Prigojine. Voilà. Vous savez, dans la... Si vous pouvez revenir, voilà, pour les auditeurs, donc, qui était le chef de la milice Wagner, qui s'était rebellé face à Vladimir Poutine et qui est décédé dans un accident d'avion. Décédé, vous savez, comme mon livre, il a cet aspect énigmatique. Je remonte à la jeunesse de Prigojine. Vous savez, moi je conseille toujours à mes amis de la télévision, je passe souvent à la télévision, je dis, vous devez faire une sorte de série sur Prigojine, parce que son destin reflète parfaitement l'évolution du pays. C'est un jeune délinquant, un jeune bandit, au début, qui a passé 9 ans en prison. Après, il s'est imposé comme un homme d'affaires incontournable. Il a créé un restaurant. J'ai eu des bons rapports avec Chirac. Il m'a raconté, il a adoré. Il pensait que le restaurant Prigojine, c'est le meilleur restaurant de la Russie. Quand il était propriétaire de ce restaurant très chic à Saint-Pétersbourg, il a connu Poutine. Et après, Poutine l'a mandaté de créer cette milice très efficace qui ont joué un rôle assez important en Afrique, d'ailleurs. Et puis, après, pendant la guerre là-bas en Ukraine. Mais après, une marionnette a essayé de devenir marionnettiste face à Poutine. Franchement, c'est Poutine qui a créé cette milice. Il a financé cette milice à un moment donné. Et Prigojine, il a joué un rôle aussi médiatique qui n'est pas négligeable. Parce que, vous savez, quand vous analysez cette situation, Poutine, il a une sorte de position de sphinx. Il parle, il est très présent, évidemment. Ce qu'on raconte qu'il est malade, c'est des bêtises, tout ça, mais il est hyper présent sur la scène internationale, notamment ces jours-ci. Il faut en parler, d'ailleurs, parce qu'il joue aussi un rôle assez important pendant cette crise au Proche-Orient aussi. Mais il n'aime pas être surexposé sur le plan médiatique. Et il a mandaté à un moment donné Prigojine d'être alternative du président ukrainien. Zelensky, qui parle efficacement dans les médias, et Prigojine avec son langage, vous ne pouvez pas imaginer, c'est un langage, vous savez, Audiard, il peut en mourir. Parce que c'est l'argot qu'il utilise, c'est absolument inimaginable. Et finalement, à un moment donné, il a pris un peu de large. Il a essayé de jouer son propre jeu. Et quand il a pris le large, Poutine a décidé de le mettre encore sous contrôle. Et finalement, ça s'est terminé par cette vraie fausse
rébellion, parce que je dois vous dire que ma fierté, quand j'ai analysé Prigojine, le matin, télé américaine d'ailleurs m'a téléphoné, qu'est-ce qu'aura l'issue, et je leur prédis que ça va se terminer en une journée. Prigojine n'a aucune chance de prendre la Crimée. Et en ce qui concerne sa disparition, vous savez... Voilà, il est décédé donc dans un accident d'avion. Énigmatique. Il y a une école très sérieuse en Russie qui conteste ça. Ils disent que Prigojine, il faut vérifier tout ça. En tout cas, officiellement, il est disparu. Mais Wagner n'est pas disparu, attention. C'est son fils qui est de retour en Ukraine, qui va diriger Wagner là-bas, et puis une grande partie aussi de Wagner a été mise sous le contrôle du ministère de la Défense, qui va jouer un rôle. J'étais trop longue, mais Prigojine le mérite. Oui, bien sûr. Et puis en plus, l'Ukraine est toujours d'actualité, cette guerre. Mais alors voilà, moi je vais vous parler de votre livre, de votre autobiographie, Le diplomate venu du froid. Et donc je rappelle, vous êtes né, vous le dites, vous êtes né en 1950, et c'est la toute fin donc, du règne de Joseph Staline. Vous avez quand même connu la Russie sous Staline, donc c'est quand même incroyable. Je rappelle, votre père est ukrainien, votre mère est russe, et donc en 1953, il y a toute cette succession de Staline qui est en cours. Et pour vous, c'est vraiment, ça a vraiment, en tout cas, vous vous souvenez de ça, et ça a vraiment en partie bercé votre enfance. Ah, complètement. Vous savez, le livre est structuré non seulement à travers mon destin, je raconte le destin du siècle, les personnages assez exubérants, etc., mais je raconte aussi les complots du Kremlin qui ont structuré ma vie. Voilà. Pour vous dire, vous comprenez, j'étais mêlé au complot, on va en parler, le complot de Gorbatchev, la fin du communisme, l'arrivée de Poutine, mais au-delà de ça, je pense que le personnage de Staline, c'est le personnage le plus important, à la fois pour ma jeunesse, mais aussi pour la Russie d'aujourd'hui. Peu de gens savent, par exemple, qu'aujourd'hui, Staline est de loin le personnage le plus populaire pour la Russie. Par Toujours exemple, aujourd'hui. Aujourd'hui, évidemment. De loin, ça n'a rien à voir. Vous savez, quand on vous raconte toutes ces choses dans les médias qui disent, voilà, Poutine, il va disparaître ou pas, et l'alternative à Poutine, c'est les gens pro-occidentaux, ils vous racontent n'importe quoi. Aujourd'hui, toutes les élections prouvent que l'alternative à Poutine, c'est Staline, plus que jamais. D'ailleurs, pour vous dire, j'espère bien que vous allez me recevoir, parce que ce sera un très grand coup théâtral aussi. J'ai fait un livre que je vais présenter ça dans le théâtre aussi, les dialogues d'outre-tombe entre Staline et Poutine. L'année prochaine, je vais le faire. Je vais d'ailleurs faire l'inauguration du festival de Nice du théâtre, avec un théâtre à un seul acteur moi-même. Et bien on en reparlera. Présenter ça, mais on parlera. Bref, pour vous dire, tout est déterminé. Oui. Ou si vous voulez comprendre la situation d'aujourd'hui, vous devez absolument revenir à ce personnage de Staline. Et je raconte sa disparition. Sa disparition, c'est aussi une sorte de drame shakespearien. Pour ma part, je pense qu'il était tué. Et après, il y avait un personnage qui est complètement diabolisé d'ailleurs dans les manuels officiels. Pour autant, il était en réalité précurseur de Gorbatchev. C'est un grand tueur. Il s'appelait Beria, chef de police secret de Staline. Et il a proposé en 1953, après la mort de Staline, tout un plan assez secret, mais assez étonnant, de la sortie du communisme. Et si Beria a réussi à appliquer ce plan, autrefois, le monde aurait tourné bien autrement. Beria, c'est aussi une clé pour regarder l'avenir du Kremlin. Vous savez, après il était tué dans la réalité, mais quand il était arrêté en juin 1953, il est arrivé au Kremlin avec une sorte de sacoche. Et ses adversaires, notamment à l'époque Khrouchtchev, il était persuadé que dans la sacoche, il y avait un revolver. Et quand ils ont commencé à le bousculer, il y avait une bataille physique pour le pouvoir du Kremlin. Celui qui arrache cette sacoche va diriger le Kremlin, c'est Khrouchtchev qui l'a arraché en juin 1953, et c'est lui qui a dirigé
le Kremlin après. D'ailleurs, il faut, pour Khrouchtchev aussi, ça je vais vous raconter, parce qu'il y a deux aspects que je voudrais évoquer pour vous dire. Vous savez, c'est l'aspect de Brejnev que j'ai très bien connu comme son interprète. Oui. Et ça, c'est la guerre de Kippour aussi que je dois vous raconter. Mais parce que vous étiez son interprète justement en arabe. En 53. Guerre de Kippour, c'est juste ma prime jeunesse. Voilà, c'est 73, vous êtes... avec Khrouchtchev, avec la guerre avec Cuba, ça vaut la peine que je vous dise quelques mots quand même. Oui, alors dites-nous sur Cuba, parce que alors, je rappelle quand même à nos auditeurs, donc ça c'est votre enfance, vous êtes né en 50, en 72 vous êtes, pendant 20 ans, vous êtes diplomate jusqu'à 1990, jusqu'à la chute du mur et la fin de l'URSS, vous êtes diplomate, et notamment sous Gorbatchev sur la fin, mais donc vous vouliez parler de Khrouchtchev au début. Voilà, Khrouchtchev, je vais vous dire. Ça, c'est ma jeunesse. Khrouchtchev, mais vous savez, dans ma vie, je les ai tous connus, entre Reagan, Kissinger, ou les gens d'ici, Mitterrand, Chirac, Védrine, par exemple. Tout ça, je les ai bien connus, mais j'ai connu aussi les Américains. Et je reviens souvent à la gestion de la crise de Cuba. Pourquoi? Parce que ça représente une alternative de la gestion de la crise d'aujourd'hui. Je vais vous dire, le problème des gens d'aujourd'hui, moi je parle souvent avec les gens de mon époque, ils me disent il suffit de regarder la télé pour regarder la différence de niveau des gens d'autrefois et les gens d'aujourd'hui. Ils les appellent les porteurs de serviettes parce que souvent les anciens directeurs de cabinet sont devenus les dirigeants qui s'occupent de ça. Mais en l'occurrence, pour Khrouchtchev, j'ai très bien connu le dernier survivant de la crise de Cuba qui était adjoint de McNamara. C'était un très très grand vraiment analyste. Et il est absolument effrayé. Il compare la gestion de la crise d'aujourd'hui internationale et la crise de Cuba. Et il me dit souvent, il habite maintenant à Genève, Roger, il s'appelle. Il me dit souvent que si à l'époque, pendant la crise de Cuba, les gens géraient la crise de la même manière, le monde aurait été terminé. À l'époque, il y avait il y avait une guerre, il n'y avait pas de guerre froide, mais il y avait un apocalypse. Il y aurait un apocalypse dans ce cas-là, etc. Et il a dit notre principale préoccupation, c'était de ne pas être adversaire dos au mur. Aujourd'hui, pour être franc, tout le monde est dos au mur. Les Ukrainiens, les Russes, les Européens, les Américains, surtout avec la perspective de perdre leurs élections l'année prochaine, pas dos au mur. Il m'a raconté un épisode. Vous imaginez? Il y avait, pire moment de la crise de Cuba, c'était 62, le 18 octobre, pour être précis. Et Kennedy, il a écrit, président américain Kennedy, dont le neveu d'ailleurs se présente aujourd'hui aux élections américaines, il a écrit un mémorandum, un ultimatum à Khrouchtchev, le dirigeant du Kremlin, en disant, voilà, en le mettant devant la nécessité de retirer les fusées. Et il y avait un moment de battement, une panne d'ascenseur qui a sauvé le monde, puisque la secrétaire qui devait le taper, il était dans l'ascenseur, il était bloqué. Et bref, à ce moment-là, il y avait à côté un très grand ambassadeur, peut-être le plus grand ambassadeur américain, qui est inventeur de la CIA, et puis plus tard inventeur de la théorie d'endiguement, George Kennan, il s'appelait. Et Kennedy, il a dit, George, tu es là, lis mon ultimatum. Qu'est-ce que tu penses? Tu étais ambassadeur à Moscou. George Kennedy prend l'ultimatum, il regarde, et il dit, président, si vous l'envoyez tel qu'il est, c'est la guerre mondiale garantie. Qu'est-ce que tu aurais fait? Et il m'a donné la copie. Il a écrit, Monsieur Khrouchtchev, vous êtes un grand leader. Entre les grands leaders, on peut faire les compromis. Qui est capable aujourd'hui
Oui. dans la crise que nous vivons, prononcer cette Oui. phrase. Oui, Moi, je tout à suis fait. assez effrayé et je parle souvent avec ce monsieur qui est basé à Moucho aujourd'hui Tout à fait. en pensant à la crise actuelle. Et justement, donc là, on a parlé de Khrouchtchev, et puis je voulais revenir avec vous sur Gorbatchev, parce que donc vous avez été diplomate sous Gorbatchev et vous étiez porte-parole de la perestroïka. Est-ce que vous pouvez revenir sur cette période Moi, je raconte comment Gorbatchev a été élu. Ça, j'ai pas le temps de vous raconter, puisque le complot de Gorbatchev, moi, voilà, c'est un complot, parce qu'en fait, on se rend compte que la politique russe, est une succession de complots. C'est une histoire policière, vous allez lire. Ouais. Mais vous savez, je vais vous dire pourquoi je reviens à Gorbatchev. Non seulement il m'a marqué ma vie, évidemment, mais je me souviens de ma dernière conversation avec Mitterrand. Il était mourant à l'époque. Et je viens le voir et sa dernière phrase, il était très fatigué, il a fermé les yeux. Après, il a ouvert les yeux et il a dit, Vladimir, venez, je voudrais vous dire quelque chose. Je viens et il me dit, vous savez, n'oubliez pas que Gorbatchev n'appartient pas au passé. Il appartient à l'avenir. Et je pense qu'il a raison, pour être franc, parce que vous comprenez, le monde aujourd'hui dans l'impasse, pourquoi ? Parce que l'esprit de la diplomatie, pour être franc, la diplomatie est tuée aujourd'hui. Et ça m'inquiète énormément, tandis qu'à notre époque, avec Gorbatchev, la sortie de la guerre froide, ce dont je suis d'ailleurs fier, pour être franc, la sortie du communisme, quand l'affaire de putsch, quand j'étais porte-parole de putschistes, des anti-putschistes, à l'époque de la résistance au putsch, j'ai joué un rôle politique assez important. Ça, on est fin des années 80. En 91. Mais je dois vous dire que l'esprit de Gorbatchev, c'est quoi ? C'est l'équilibre des intérêts. Tandis qu'aujourd'hui, c'est la force qui triomphe. Voilà. Et la diplomatie est tuée. Pourquoi je parle avec beaucoup de douleur ? Je suis éminemment inquiet. Franchement, j'ai très bien vécu. Je raconte ça d'une manière pittoresque dans ma livre. Mais je pense à vous, je pense à mes petits-enfants. Et ça m'inquiète énormément ce qui se passe. L'esprit de la diplomatie. Tué, je vais vous dire. Parce vous comprenez ? Parce que Vladimir Fedorovski, juste pour revenir, donc dans votre livre, vous racontez votre enfance, votre vie donc de diplomate, et puis après votre vie aussi. Vous avez été après politique. Après, vous avez été donc dans la réorganisation de la Russie après la chute de l'URSS. Et à ce moment-là, il y a un petit nouveau qui arrive à cette époque-là, c'est Vladimir Poutine que vous connaissez, mais jamais vous vous serez douté que cette personne en question pourrait un jour diriger la Russie. Je l'ai connu quand, vous vous souvenez, dans le livre, je raconte, j'étais cofondateur d'un des premiers partis démocratiques en Russie et puis porte-parole de la résistance au putsch de Moscou de 91. L'affaire de putsch, c'est pour ça, c'est un film aussi, vous allez voir. Mais bref, pour revenir à Poutine, je l'ai connu parce que j'étais très copain du maire de Saint-Pétersbourg, Leningrad à l'époque. Il s'appelait Sobchak, c'est aussi une figure de mouvance démocratique. Et il m'a présenté son chef de cabinet. J'ai dit, c'est le triomphe de chef de cabinet. Poutine était aussi chef de cabinet autrefois de ce maire-là. Et je me souviens, j'étais absolument étonné. Je vous conseille, j'espère bien que tôt ou tard ce sera possible de visiter Saint-Pétersbourg, aller là-bas sur l'endroit où était tué un autre personnage de mes livres, Rasputin. À Moïka. C'est un palais extraordinaire. Et dans ce palais, il y avait une réception. Vous savez, une réception où les Russes, ils savent le faire avec la vaisselle fine, avec la vodka, ça s'appelle Tsarskaya, je vous recommande à tous. Et à ce moment-là, je vais vous dire, il y a un personnage absolument effacé. Quelqu'un qui est vraiment... il a dit, Sobchak, il a dit, c'est mon chef de cabinet, il sera... c'est mon bras droit, il sera mon bras droit, il sera adjoint au maire bientôt. Et il m'a dit, ne détrompe-toi, c'est un officier du KGB en placard, mais c'est pas un simple officier du KGB. Je regarde, j'étais assez étonné puisqu'il était effacé. Et après, j'ai remarqué deux choses. J'ai compris que dans mes livres sont souvent les personnages, les gens, les hommes politiques sont souvent les acteurs. Gorbatchev, c'était un très grand acteur d'ailleurs, comédien. Zelensky, les comédiens professionnels, comme vous le savez bien, etc. Tout ça, c'est
Et bref, mais Poutine, il a joué un homme effacé. Il jouait un faiblard. Il a joué un faiblard qu'il aurait pu, dont les oligarques pouvaient manipuler. Une marionnette. Il a joué une marionnette. C'est ça qui est son ascension. Les jeunes me demandent comment réussir dans la vie. J'ai dit, il ne faut pas annoncer sa force avant l'heure. Et Poutine, il a joué le faiblard. Même Eltsine, qui est complètement, elle était dans le vague, mais quand il l'a choisi, il s'est trompé, il a choisi une marionnette. Poutine, il est devenu marionnettiste. Et après, vous savez, il y a deux clés pour comprendre Poutine, pour être franc. C'est la clé principale. D'ailleurs, la clé principale, c'est son enfance. Il a failli devenir, vous savez, il m'a dit, au fait, il a failli devenir comme Prigogine, en droit commun. Mais il était sauvé par le sport. Et si vous voulez comprendre comment il gère la crise, notamment la crise, d'ailleurs, la crise de l'Ukraine, la crise qu'il est très actif aujourd'hui quand on parle de la Russie isolée, c'est ridicule parce qu'il parle tout le temps avec les dirigeants du monde pour éviter l'embrasement de la région là-bas, parce que les Russes sont assez inquiets par la perspective surtout de la possibilité de la guerre entre l'Iran et les États-Unis qui peut embraser le monde et devenir et amener à la guerre mondiale, etc. Mais il est très actif. Pourquoi? Mais je vais vous dire, quand il gère la crise, et il était sauvé par le sport. Vous voulez comprendre Poutine, vous devez connaître qu'il était un champion des arts martiaux. Son judoka extraordinaire, c'était le membre d'ailleurs de l'équipe olympique de la Russie, et il utilise la force de l'adversaire pour la bousculer. C'est la première clé. Et deuxième clé, je vais vous raconter l'anecdote et je vais en terminer avec, parce que le livre, c'est aussi les personnages. J'essaie de vous donner les clés de personnalité. Oui, bien sûr, vous brassez un nombre de personnalités incroyables, mais je voulais vous focaliser sur certaines, dont Poutine, donc, mais allez-y, je vous laisse finir. Mais juste pour vous dire, vous comprenez, il a commencé à copier mes gestes. Imaginez-vous bien, le palais, tout ça, Mauresque, le palais est extraordinaire, vraiment. Et il copie mes gestes. Je dis, qu'est-ce que c'est que ça? Et après, on m'a expliqué, Sobchak m'a expliqué, ce maire de l'Ostre, c'est que c'est une technique du KGB. Quand il travaille avec l'agent, il y a un protocole à la CIA et au KGB, ils essayent de faire, de pousser l'officier traitant vers une sorte de mimétisme pour mettre à l'aise l'interlocuteur. Et c'est Poutine, il a copié légèrement la geste. Et pour l'anecdote, Chirac m'a raconté, il était seul en tête-à-tête avec Poutine, et il a remarqué que Poutine a commencé légèrement à copier ses gestes. C'est vrai que les gestes de Chirac, connus par la télévision, étaient plus faciles à copier peut-être que les miens. Tout à fait. Donc c'est ça aussi qu'on retrouve dans ce roman, c'est des anecdotes aussi que d'autres personnalités vous donnent sur le monde russe notamment. Alors, on a parlé de votre enfance, puis après votre passé donc de diplomate, puis d'homme politique, puis après vous êtes devenu écrivain. Alors ça, très vite, si vous pouvez en parler, comment s'est fait aussi cette bascule? J'ai voulu toujours être écrivain. Oui, parce que je suis devenu un diplomate. Vous avez toujours été marqué par les écrivains russes. Et j'ai voulu voyager. Et puis, c'est pas par hasard que je viens avec votre station, parce que, vous savez, depuis des années, je soutiens votre esprit de la défense de la langue française. N'oubliez pas. Moi, j'étais francophile, et vraiment, notre affinité entre vous et moi est liée aussi avec mon attachement et ma francophilie absolue. Et comme beaucoup de Russes, d'ailleurs, je regrette beaucoup la russophobie aujourd'hui, parce que la Russie reste très attachée à l'esprit français, et je continue à travailler pour la culture française, bien sûr, comme je suis écrivain français aujourd'hui, mais évidemment, pour éviter cette rupture définitive. Et je pense que si vous voulez comprendre la crise, je vous ai parlé des arts martiaux pour comprendre Poutine. Vous savez, on me demande comment comprendre la crise. J'ai dit, relisez Tolstoï, Dostoïevski. Parce que Tolstoï et Dostoïevski, les gens, quand ils nous racontent, il y a beaucoup de choses, n'importe quoi, ils racontent à la télévision, souvent, vraiment n'importe quoi, à côté de la plaque,
Par exemple, sur les sanctions, quand ils m'ont parlé de sanctions, j'ai dit, écoutez, Quand ils m'ont parlé, il faut que vous relisiez Tolstoï. Mais bref, pour revenir à ça, moi, je vais vous dire, quand j'étais enfant, pas enfant, adolescent, à 14 ans, mon rêve, le rêve de ma vie, c'était d'écrire mes livres dans vous savez, tablé chez Domago, dans le boulevard Saint-Germain. Mais après, je me suis imposé. Vous savez, j'étais dégoûté par cette ambiance. Moi, j'ai très bien connu Eltsine, évidemment. Eltsine, vous savez, il était très bon, ça arrive souvent, ailleurs aussi. Il était très bon quand il était en opposition. Il était absolument nul quand il était aux affaires. Et à l'époque, il était vraiment légume. Et j'ai décidé de refaire ma carrière. J'ai téléphoné d'ailleurs à Chirac, aidé d'avoir le passeport français. Et après, je me suis imposé ici. Parce que, vous savez, je racontais depuis des années chez vous mes livres, ça sonne comme un roman. Mais exactement, Vladimir Foderovski, et je vous propose de terminer là-dessus parce que c'est la vraie histoire. Exactement, votre vie est un véritable roman. Là. Voilà, il y a votre enfance en Russie, et c'est la vraie histoire de votre enfance à la mort de Joseph Staline, puis tout votre passé de diplomate où vous rencontrez les plus grands. Vous faites partie donc de ces complots du Kremlin qui ont renversé notamment la Russie. Vous voyez l'ascension de Vladimir Poutine, et puis après vous racontez votre vie d'écrivain aujourd'hui, dont vos livres sont traduits dans 28 pays, et le dernier s'intitule « Le diplomate venu du froid, des complots du Kremlin à la succession de Poutine », tiré d'une histoire vraie, enfin une histoire vraie évidemment, la vôtre, mais qui se lit comme un véritable roman. Merci à vous Vladimir Fedorovski, et à très vite pour un nouveau livre ou une nouvelle œuvre de votre part. Merci à vous.